Bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous recevoir presque chez Créa. C'est encore un événement en ligne. On espère très bientôt en refaire en présentiel. On a choisi avec la formation continue, avec Denise ici présente, responsable de l'événementiel, et aussi Sylvia Sampaio qui s'occupe du recrutement, de vous accueillir pour cet événement dédié au Brain Content. On a la chance d'avoir ce soir deux pointures dans ce domaine-là et on va se faire un plaisir de les questionner, de les cuisiner. Je vais juste démarrer avec un petit instant promo si vous le voulez bien. Et je vais vous partager une information qui est importante pour nous, puisqu'il s'agit d'une information autour d'une nouvelle formation. Alors, une nouvelle formation qui n'est pas forcément nouvelle, mais qu'on a repensée à la façon de Créa, parce que Créa, on a maintenant 13 ans d'existence, avec plus de 800 étudiants, et on est présent évidemment à Genève et à Lausanne, mais aussi en Europe avec le groupe INSEC, ce qui donne un très, très grand réseau d'alumni. On fait partie d'un groupe international avec des campus à Genève, à Lausanne, mais aussi à San Francisco, à Shanghai, à Monaco, etc. Et puis en formation continue, certains d'entre vous et certaines d'entre vous connaissent bien la formation continue parce que vous êtes nombreux à avoir suivi des formations. Et on a les cycles certifiants dans lesquels interviennent Louis. On a des takeaways qui sont des masterclass, des journées un peu sur des sujets très pointus, des journées uniques. On a les brevets fédéraux. On a la plateforme Learning 7, qui est une plateforme de e-learning. Et on a la créa Instagram Story School qu'on a la chance de faire avec nos jeunes bachelors. Le sujet de ce soir, c'est juste le brevet fédéral de spécialiste en relations publiques qu'on lance. Et on a décidé de proposer cette formation, cette préparation à un brevet fédéral aux relations publiques, qui est un diplôme très connu et très demandé dans le domaine des relations publiques. Et on a ajouté un diplôme créa avec un volume horaire supplémentaire afin de maîtriser des matières digitales et notamment du brain content dont on aura l'occasion de parler ce soir. L'équipe d'encadrement, c'est Sylvia et Delphine, que certains d'entre vous et certaines connaissent déjà. On a en co-direction d'un côté Philippe Amédro, qui est une personne qui a un long parcours dans le domaine des relations publiques. Et puis Georges-André Tabet, qui a lui aussi un long parcours dans le domaine, mais plus du digital et de la création de contenu. Il intervient déjà pas mal dans les programmes de créa. Et ce nouveau brevet fédéral, avec le diplôme créa, est co-dirigé par ces deux personnes, donc Philippe Amédro et Georges-André Tabet, avec des objectifs très simples. D'un côté, pour le brevet fédéral, d'acquérir des techniques de communication d'entreprise, de maîtriser des techniques d'écriture offline et online. On en reparlera ce soir avec le livre de Selim, que j'ai ici. Tu as vu, Selim, j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Magnifique. Un de plus, bravo, 1,32 € dans mes poches. Yes. Génial. Planifier, organiser, exécuter les moyens, les mesures RP, analyser et évaluer, identifier les parties prenantes. Et puis de l'autre côté, le diplôme créa avec toute l'expertise digitale pour avoir un diplôme de digital média spécialiste, puisqu'on est toujours orienté média. Donc, comment élaborer une stratégie de contenu, comment penser le contenu en digital, comment gagner en visibilité avec de l'écriture offline et online toujours, de la veille médiatique et de l'écoute de social media, de la gestion de plateformes et de communautés, de l'amplification de contenu, des techniques d'influence et du média training pour celles et ceux qui doivent prendre la parole sur les plateformes. Voilà, c'était un petit tour d'horizon pour cette formation qui nous paraît importante. Et puis, je vous propose évidemment de contacter Sylvia si vous avez des questions liées à cette formation. Vous pouvez également poser les questions dans le chat tout au long de la soirée, y compris pour nos intervenants, sur les sujets qui nous concernent. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais maintenant arrêter de partager, si vous le voulez bien. Hop. Et on va pouvoir démarrer notre webinaire. Donc déjà, Louis et Selim, un grand merci à vous de ne pas avoir choisi un rendez-vous avec le président plutôt qu'avec nous. Ça me fait très plaisir de vous avoir. On n'a pas été invité en ce qui me concerne. C'est peut-être la raison, c'est peut-être effectivement la raison. Mais voilà, je suis très heureux de vous avoir. Selim, on a fait connaissance il n'y a pas très longtemps, notamment à travers ce livre qui s'appelle Le Guide du copywriting, qui est édité chez Erol. Et on en parlera ce soir. Dis-moi, Selim. Mais j'ai rien dit, je pense que ça s'est lancé tout seul, je n'ai pas parlé, mais j'ai entendu un bruit, effectivement. Ah, pardon, excuse-moi. Je pense que c'est hanté, il y a un truc un peu hanté, c'est le guide du copywriting. C'est un micro qui a dû se déclencher. Alors, si à chaque fois qu'on parle du livre, quelqu'un prend la parole, ça va être compliqué, parce qu'on va en parler beaucoup quand même ce soir. Mais voilà, on va parler tous ensemble de Brain Content. Encore une fois, pour celles et ceux qui participent au webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y reviendra au fur et à mesure de la soirée. Et puis, pour ne pas faire d'erreur, ne pas commettre d'impair, je vais vous demander, messieurs, déjà de vous présenter, même si je connais déjà votre parcours et qui vous êtes, mais afin que ceux qui participent au webinaire vous découvrent et afin que je ne fasse pas d'erreur
d'erreur ni que je commette d'oubli. Je vous propose de vous présenter. Célim, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, c'est compliqué, mais on va dire que c'est le job de copywriter, donc on va essayer d'être concis. Je gagne ma vie sur le web depuis 2009. À partir de 2010, j'étais coach en séduction pour le plus grand site de conseil en séduction en France pour les hommes. Ça s'appelle artdeséduire.com. Un an après, Patrick Bruel est venu me chercher par une histoire rocambolesque, c'était très rigolo, et je suis devenu son community manager de 2011 à 2019, donc encore de l'écriture. À côté de ça, en parallèle, depuis 2010, j'écris toujours sur mon blog personnel, donc je partage mes coups de cœur en termes de mode, d'automobile, de voyage, de lecture, et depuis peu, un peu de conseils de parenting, vu que je suis devenu papa depuis un an, donc ça change complètement ma vie. Et à un moment, en 2018, je me suis dit, bon, il faut arrêter maintenant de jongler avec 12 000 casquettes à la fois parce que c'est confusing pour les gens. Ils ont besoin d'une étiquette. C'est compliqué pour eux si tu mets une casquette, puis une autre, puis une autre. Donc, on va dire que j'ai regroupé toutes ces activités sous la petite étiquette de copywriter pour devenir un peu plus identifiable. J'ai écrit effectivement le guide du copywriting qui est sorti au mois de mars cette année et j'écris pour des… J'adore ce placement de produit, c'est génial. On dirait Thierry Ardisson. Oui, je le fais bien. C'est très, très bien fait. Et du coup, ouais, aujourd'hui, je suis copywriter. Donc, je fais à la fois de la rédaction pour des magazines, pour des marques de sur-mesure masculines dans la mode, pour des cabinets de recrutement, pour des salles de réunion. Là, on lance dans 10 jours la prod d'un gros site. Mon client, c'est un broker sur les avions, sur les jets privés. Et encore il y a une heure, là, j'étais au téléphone avec une grosse marque de prêt-à-porter qui a besoin d'un concepteur-rédacteur. Donc, je suis super content. Les missions sont très, très variées. C'est du community management, c'est des réseaux sociaux, c'est beaucoup de création de sites Internet et tout le matériel pour vendre. Donc, qui dit vendre dit page de vente, page produit, email de vente et tout ce qui constitue en fait le brand content. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir en parler parce que c'est un sujet qui est vaste mais qui est ultra intéressant. Ok, top, merci beaucoup Célim. Ton focus, toi, est du coup plus sur le texte. On est d'accord, on peut dire ça? Ah, complètement texte. Moi, je suis traumatisé par un cahier de vacances quand j'avais 6 ans en CP où il fallait dessiner un ver de terre. J'ai jamais réussi à dessiner ce ver de terre. Donc, je pense que niveau créa, c'est dramatique. Niveau graphique, vraiment, heureusement, il y a des spécialistes. Je bosse avec eux et ils donnent un résultat. Ils mettent en image ce que je pense un peu dans ma tête, mais avec mes doigts, je ne sais pas faire. Donc, ouais, le texte, l'écriture, du mot à la phrase, au paragraphe, à toute la page. Ok, top, merci beaucoup Célim. Du coup, on passe à Louis. Louis, je te laisse te présenter. Je crois que vous avez un point commun avec Célim, hein. Vous êtes jeunes papas tous les deux. Exactement. C'est vrai que ça Mais change un peu, hein, là. Ça change quelques trucs. vite fait, ouais. Moi, si je fais très vite, je suis cofondateur de l'agence Monstre, qui est une agence de stratégie et de storytelling de marque. C'est une agence française qui est basée à Annecy et Paris, d'environ 30 personnes, qui va avoir 11 ans à la fin de l'année. Et je suis directeur de la création, donc je dirige une équipe d'une dizaine de personnes sur tout ce qui touche à la dimension créative des projets. Donc, nous aujourd'hui, comme client, on travaille beaucoup pour Netflix, Heineken, Orange, Adidas et Haribo. Voilà, c'est les clients principaux. Voilà, aujourd'hui, nous, peut-être qu'il y aura une question plus dédiée à ce que fait l'agence, donc je ne vais peut-être pas en parler tout de suite, mais voilà, c'est en gros Tu globalement peux, mon scope. tu peux détailler un peu ce que vous faites, hein, en termes de prestat pour les clients, ce type de clients Netflix, par exemple. Bah, en gros, nous, depuis qu'on s'est créé, on s'est assez vite spécialisé dans la création de dispositifs de storytelling. C'est comme ça, en gros, qu'on définit notre travail. En gros, on n'a jamais travaillé sur de la publicité classique, donc 4 par 3, 30 secondes, etc. On a tout de suite créé des systèmes de communication, donc où on a une histoire qui va s'exprimer à travers la forme qui sera la plus pertinente selon les publics. Donc, ça peut prendre la forme de radio, de livres, d'événements, de web-séries, Ok. ce qui touche, on va dire, au brand content. Donc, toujours, ouais, dans une logique de contenu, quoi. Toujours. Justement,
Le brain content, est-ce que tu peux définir ce que c'est en quelques mots et dans quel contexte ça s'applique? Euh, c'est assez personnel, je crois, comme définition. Pour moi, le brand content, c'est un contenu publicitaire qui va s'exprimer sur tout ce qui sera sur des espaces publicitaires qui ne sont pas classiques. Donc, c'est tout le contenu de marque que vous allez trouver hors de la pub télé, presse, 4x3, spot radio. Ok, Donc, par nature, ça peut prendre la forme, absolument toutes les formes possibles de divertissement. Et dans quel contexte ça s'applique? Je pense que c'est à partir du moment où une marque veut émettre elle-même son propre contenu, elle commence, on va dire, à élaborer un brand content. ok. Si on citait un exemple, un cas d'école pour toi de brain content, un exemple qui parlerait à tout le monde d'une marque, ça serait Ouais, quoi? c'est peut-être le plus vieux brand content qui existe, c'est les guides Michelin, par exemple, Le guide que, Michelin, ouais. que Ok. Michelin a créé pour faire rouler les gens, pour qu'ils se déplacent Avec des plans, etc. Donc, exactement. ok. Donc, il y a un contenu gratuit offert par la marque pour quelque Ouais, part consommer ses produits. exactement. Ok, très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui s'applique évidemment dans plein de marques aujourd'hui. Euh, le lien entre le brand content et le copywriting, Célim, euh, comment tu le vois? Est-ce que tu as déjà travaillé, toi, sur des dispositifs de brand content, des choses comme celles que décrit Louis? C'était quel type de projet, quel type de format? J'ai eu la chance de bosser encore récemment, c'était Guerlain, ils ont travaillé sur des podcasts. Tu vois, c'est très, très, très compliqué de se dire, OK, on vend du parfum. Le parfum, généralement, le luxe, tu es dans le voyage, d'accord? Tu vends du voyage, tu vends du rêve. Et là, tout à coup, ils se sont dit, donc c'est Grégory Pouy et son agence qui avaient travaillé là-dessus pour accompagner Guerlain. Comment est-ce qu'on va créer avec on va dire, ce nouveau média que sont les podcasts? C'est pas nouveau, mais il y a un retour d'amour pour les podcasts, beaucoup d'audience, ok. Comment est-ce qu'on fait pour créer du brand content que les gens vont consommer, que les gens vont écouter? Comment est-ce qu'on raconte le parfum? Et donc, on n'était pas loin de quelque chose qui était un peu user-generated content, ok, le UGC, vraiment, de ok, tu as une histoire à raconter avec du parfum, raconte-la nous et ça va être chouette. Au départ, step one, c'était, ils ont choisi des influenceurs pour parler de ce parfum. Comme ça permettait d'amorcer un peu la plateforme sur laquelle ils stockaient les podcasts. Et en deux, ils ont proposé à tous les clients de venir enregistrer eux-mêmes leurs histoires. Donc ça, c'était très, très chouette pour essayer de tisser un lien affectif en fait avec quelque chose qui est très très personnel qui est le parfum, et c'est très dur de décrire le parfum parce que visiblement on n'est pas tous faits de la même manière et on ne ressent pas tous les odeurs de la même manière, donc c'est très très dur et trouver les mots pour raconter ça, c'est ça qui a été un peu le lien, je dirais, entre ok, copywriting, tu trouves les mots, tu les agences dans le bon sens, il faut que ton message y passe, il faut que ton message y soit retenu et peut-être qu'il incite à passer à l'action. Et c'est là que le brand content peut être puissant parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Je pense aussi à l'exemple qu'on connaît tous, hein, Red Bull, avec leur Red Bulletin, le Red Bulletin qui était le petit journal diffusé avec l'équipe. C'était tous les mois de mémoire. Ça, c'est génial. Tous les mois, tu as vraiment ton contenu inspirationnel. Tu as les plus grands champions, tu as les sports extrêmes et à chaque fois, tu vois les deux taureaux rouges. C'est complètement fou. Ils ont je crois qu'il n'y a pas forcément de meilleur exemple au monde de gestion du brand content. Enfin, il y a forcément Louis Vuitton, on pense toujours au voyage, à tout ce qu'ils ont pu raconter. Et ouais, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment ce que disait Louis. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce mécanisme? Sur quelle plateforme on va l'exprimer? Parfois, ça va être sur Instagram parce que la cible, elle sera sur Instagram parce que le propos s'y prêtera beaucoup mieux. Le public est là-bas, donc il faut aller sur cette plateforme. Là, aujourd'hui, je viens de voir quoi? Je viens de voir Avril Lavigne qui débarque sur TikTok avec, avec un TikTok où dans Skater Boy, il y a Tony Hawk. C'est complètement fou. Tony Hawk, les gamins qui sont sur TikTok, pardon, les jeunes qui sont sur TikTok aujourd'hui, l'audience de TikTok, là j'ai 37 ans, Avril Lavigne, on écoutait ça, c'était 2002 ou 2003 de mémoire peut-être dans ces eaux-là.
Tony Hawk, qui connaît encore Tony Hawk aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est une resta, c'est une légende. Mais il brillait à l'époque entre 98 et 2002. Là, aujourd'hui, je trouve ça complètement fou. Donc, à la fois, j'admire, mais je ne suis pas la cible. C'est ça. Et c'est ça qui me fascine dans le brand content. Comment tu écris une bonne histoire pour le bon public sur la bonne plateforme. Ouais, tout à fait. Donc, on reste dans des logiques marketing, hein, on reste dans un dispositif qui va toucher un public cible et on doit aller au bon endroit pour rencontrer ce public cible. Louis, est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être un exemple récent ou pas hein, d'un dispositif que vous avez mis en place, comment ça s'articulait chez Monstre, une marque ou pour un client? Pardon, excusez-moi, j'étais désactivé. Oui, par exemple, là, on a lancé la Stan Smith, la nouvelle Stan Smith d'Adidas en France. Donc l'enjeu de ce lancement, c'est qu'ils vont arrêter de produire les Stan Smith tels qu'on les connaît aujourd'hui et qu'elle va s'ancrer dans leur programme de zéro plastic waste, c'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé de réduire un maximum leurs émissions et d'avoir plus jamais de plastique d'ici quelques années. Du coup, ils commencent avec la sneakers iconique Adidas. Donc, on va bien sûr faire quelque chose qui s'apparente à un spot télé avec un film avec Lucien de Yakuza, d'Alexia Kopoulos et Dinos, une campagne d'affichage. Mais à côté de ça, on va intégrer les conversations en co-créant du contenu avec on va dire des influenceurs pertinents par rapport aux audiences qu'on veut toucher. Donc, ça va de Clara Berry, l'Instagrammeuse, modèle, etc., qui va lancer un contenu et une expérience pour inciter les gens à aller. Clara Berry, elle fait régulièrement des actions où elle ramasse des plastiques dans la rue pendant toute une journée avec toute sa communauté, etc. Donc, elle va prolonger quelque part le storytelling qu'on a mis en place sur la Stan Smith pour inviter des gens à le faire à Lyon. On va faire un truc avec King Mike Calanque à Marseille, avec le youtubeur Michou. Et voilà, pour moi, c'est un brand content parce qu'on n'est plus dans l'interruption, on n'a plus dans l'interruption de ce que les gens font pour leur glisser un contenu de marque. On intègre leur conversation. Et donc, on trouve quelque chose, on trouve un point de rencontre qui fait qu'on est à mi-chemin entre ce qui intéresse nos publics et et le message que veut faire passer la marque. Et pour moi, c'est ça un peu un brand content réussi, c'est quand on arrive voilà, à amener à prolonger la vision du monde de la marque par un call to action, par un contenu qui soit fait découvrir quelque chose aux gens, soit qui les amène à agir, soit qui les divertit tout simplement. Ok, ceux qui ne connaissent pas donc Call to Action, le CTA, c'est ce qui va pousser la personne qui a consommé le contenu à faire une action, soit à s'inscrire à une newsletter, soit à acheter un produit, soit à aller sur une landing page où on l'envoie. Louis, tu as évoqué deux mots qui sont revenus, influenceurs et conversation. Les influenceurs, j'ai envie de dire pourquoi les influenceurs? Je connais un peu la réponse, mais pourquoi travailler avec des influenceurs? Première question. Aujourd'hui, parce que ce sont des médias, ils ont leur propre communauté, ils ont leur propre audience et ils savent parler à leur audience tout en préservant leur propre ligne éditoriale. Il y a rien de... C'est hallucinant d'ailleurs comme des très jeunes sont professionnalisés hyper vite. Donc, à partir du moment où vous travaillez avec un influenceur, si c'est un influenceur en tout cas intègre, vous allez vous intégrer dans sa ligne éditoriale de façon assez droite, c'est-à-dire que voilà, ça va être crédible et ça va être en tout cas une démarche assez honnête et vous savez qu'en gros vous allez parler à sa communauté par le biais de cette collaboration. Après nous chez Monstre, on a Laura Aquin qui dirige le social media chez nous. Elle n'aime pas qu'on parle de confluence, on parle d'influence, elle dit qu'on parle de confluence. Et la confluence, pour nous, c'est la rencontre c'est la co-création avec les influenceurs. C'est-à-dire que nous, on est contre donner de l'argent à un influenceur pour lui disant, vas-y, place une Snapflix ou place bois une bouteille d'Heineken, etc. Parce qu'on pense que c'est contre-productif et que c'est pas intéressant. En revanche, on va co-créer, on va leur donner les moyens, eux, de créer quelque chose qu'ils ne pourraient pas créer seuls. Et nous, en même temps, on va travailler avec leur image. Donc, il y a vraiment une histoire moi, je crois beaucoup à cette histoire de gagnant-gagnant où
qu'on trouve dans toute collaboration, surtout dans des collaborations hyper humaines qui sont incarnées par ces gens-là, quoi. Ok. C'est Laura qui est à l'origine de ce manifeste que vous avez sorti sur justement le Tout à bannir fait. l'influence. Ok, d'accord. Ah, c'est intéressant ce concept de co-construire, de créer du contenu finalement avec les influenceurs et pas seulement leur mettre un produit dans les mains en disant fais une photo et poste un truc, quoi. Ouais, puis je pense que c'est bien pour tout le monde. Je pense que c'est bien pour leur crédibilité aussi à eux. C'est intéressant pour nous, agences, pour les marques, pour leur audience. Je pense que tout le monde est gagnant. Je pense qu'après après la crise qu'on vient de connaître, je pense que c'était plus audible de voir euh, c'était plus audible pour beaucoup de gens de voir des gens pour lesquels ils étaient attachés, qui se comportaient comme des hommes sandwich, on va dire. On était obligé d'avoir quelque chose. Je pense qu'il fallait peut-être, c'est dans le sens de l'histoire, de créer des choses un petit peu plus authentiques. Ok, top, merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, ceux qui nous suivent, que vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat. Allez-y, n'hésitez pas. Selim, je le remets à l'écran. Regarde, hop, il est là. Il est là. Donc, tu es l'auteur de ce livre qui est sorti chez Erol, le guide du copywriting, qui est sorti au mois de mars, hein, c'est juste? C'est ça. C'est ça. Moi, c'est un livre qui a tout de suite attiré mon attention parce que pour avoir fait de la rédaction, avoir travaillé dans la conception-rédaction, il y a eu des livres sur la rédaction web, mais il n'y avait pas vraiment de livre sur le copywriting à ma connaissance, au sens, on va dire, actuel du terme. Comment est-ce que tu en es venu à écrire ce livre? La première réflexion, c'était vraiment en fait mon histoire avec le copywriting. Elle remonte à 2010. À l'époque, donc je vous expliquais, j'étais officiellement le rédacteur en chef de artdeséduire.com. J'étais le visage, je faisais les vidéos sur YouTube, j'écrivais tous les articles, je faisais les coachings. Et très vite, le propriétaire du site, il me dit, OK, c'est génial, mais si tu veux vraiment gagner ta vie, il faut qu'on réussisse à vendre des formations en ligne. Donc, j'écris le guide du premier rendez-vous ou le guide de la drague sur Tinder ou enfin, peu importe, il y en a 12 000, le guide de la confiance en soi, tout ça. Et là, il me dit, OK, mais est-ce que tu sais rédiger une page de vente? Là, dans ma tête, je me dis, oh, non, mais ça ne doit pas être bien dur. Je fais un essai, il regarde la page, il prend son stylo rouge et vraiment, il arrête au bout de 30 secondes, tellement c'était mauvais. Il m'a dit, avec ce que tu viens de faire là, ta prof de français, oui, elle te mettrait une bonne note, youpi, mais là, tu n'es pas là pour avoir une bonne note, tu es là pour vendre. Il m'a dit, pardon, juste une question. Est-ce que tu as déjà entendu parler de copywriting? Là, moi, je suis là, non, bonjour, jamais. Il me dit, OK, tiens, allez, vas-y. Tu rentres chez toi, tu lis ça. C'est un bouquin, ça s'appelle Power Copywriting for the Internet. C'était Bob Serling. Donc, c'est un très, très vieux bouquin. Je crois qu'il date de 94. Mais dedans, il y avait tous les préceptes, tous les principes de l'écriture pour le web. Et là, ça m'a explosé le cerveau. J'ai découvert donc tous les principes d'influence. Comment est-ce qu'on fait passer un message puissant qui réussit à convaincre? Comment tu captes vraiment un lecteur, un spectateur de ton titre jusqu'en bas de ta page, jusqu'au call to action. Et c'est pareil ensuite pour les vidéos de vente. Et donc, on avait fait ce test, on avait comparé ma version toute pourrie à la version que lui a écrite. On a envoyé à 1000 clients, 1000 clients. OK, on a fait un A/B test, donc le test A/B. Deux versions différentes sont envoyées à un même échantillon. Sa version, elle a converti 10 fois plus. J'ai vendu 3 formations, il en a vendu 30. Ça voulait dire qu'il maîtrisait quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est là que j'ai appris vraiment le copywriting. J'ai lu tout ce qui se faisait sur le marché US, surtout parce que nous, en France, il n'y avait pas trop de livres. Il y en a. Alors là, j'en ai un. Attends, je ne sais pas si je l'ai ici. Je l'ai laissé dans le salon. Un mec qui écrit très, très bien. Il s'appelle Sébastien Bailly et son livre, ça s'appelle Écrire clair et efficace, je crois. Il est publié chez Duno, donc maison concurrente, mais il est très, très bien sur vraiment l'écriture. Il est un peu plus orienté écriture vie de tous les jours, écriture d'email, pas forcément écriture commerciale. Ok. Moi, là, vous voyez juste au-dessus de mon pouce, il y a le bouquin d'Ogilvy. C'est une des références, d'accord? C'est pour tous ceux qui veulent commencer. Dedans, il explique les principes de tu ne t'adresses pas à un stade entier, tu ne t'adresses pas à vous tous, tu t'adresses à une personne à la fois. Et ça, c'est important, tous ces principes,
parce que c'est ce qui va vous permettre de créer une vraie relation et de captiver vraiment, d'émouvoir et de convaincre le lecteur. Et c'est comme ça qu'à la fin, on fait plus de ventes. Donc, moi, j'ai écrit le livre tout simplement parce que il fallait me crédibiliser davantage. Parce que j'ai des clients, ok, c'est cool, mais derrière, pour en avoir encore plus, je trouvais que c'était une bonne idée de sortir un livre dans la plus grosse maison de business en France, parce que j'ai déjà été publié auparavant chez Le Duc, qui est une très bonne maison. Et du coup, je réfléchissais Duno ou Erol. Et en fait, Erol, ils ont accroché tout de suite. Ils n'en avaient pas dans leur catalogue. Et surtout, sur le marché français, en fait, il n'y a pas de vrai guide qui s'appelle copywriting. C'est-à-dire qu'il y a de la publicité, il y a écrire pour le digital, tout ça. Mais ça m'a permis en fait de préempter le mot. Vraiment, si vous tapez copywriting en français dans Google ou dans Amazon, je ne dois pas être loin des premiers résultats. Et ça, c'était un choix SEO plutôt stratégique. Ok. Dans le livre, tu parles beaucoup donc de modèles, hein, de structuration, de Bien sûr. storytelling. Il y a pas mal de choses assez pratiques. Est-ce que c'est difficile d'écrire un livre aujourd'hui? Ça, c'est la question qui tue. Alors, c'est difficile, je dirais c'est difficile pour le premier, c'est difficile pour le deuxième, ça reste difficile parce que écrire un livre, en fait, c'est… Alors déjà, tu doutes, tu n'es jamais sûr de toi parce que il faut chercher, il faut vérifier tes infos et surtout, on n'est pas sur une science exacte là, hein, on n'est vraiment pas sur une science exacte, malgré… Alors attends, là, je pense que ouais, je peux le sortir. Il y a des bouquins comme ça, Scientific Advertising, où il t'explique très bien que la publicité, ça doit être une science, surtout avec les tests AB. Tu peux tester avant d'envoyer à toute ta base client. Ça, c'est vieux, hein, c'est les années 60-70, Claude Hopkins. Donc, pour lui, le copywriting, ce n'est pas l'art de trouver les bons mots, c'est la science de vendre avec les mots. Il y a un aspect vraiment scientifique chez certains d'entre eux. C'est dur d'écrire un livre parce que donc ouais, tu doutes, tu es obligé de chercher beaucoup d'informations, il y a des infos contradictoires. Tu as aussi l'aspect un peu objectif, enfin très non, au contraire, subjectif. Qu'est-ce que tu as vécu toi? Comment est-ce que tu as vécu ces sujets-là? Est-ce que tu les connais vraiment? Ça te force et ça, c'est ultra intéressant. En fait, tu dis, OK, là, je suis en train d'expliquer le guide du copywriting pour peut-être la prof de yoga qui veut lancer son site internet, pour la maman qui est en train de faire des tricots chez elle et qui a envie peut-être de les vendre, pour le mec qui fait des objets d'art et qui a envie peut-être de se faire un salaire complémentaire. Tu vois, le public visé, c'est vraiment ça. Ce n'est pas le CR qui bosse en agence et qui chope les lions à Cannes aujourd'hui. D'ailleurs, bon, j'ai des très bons amis qui viennent de choper des prix hier. Ils sont super contents. Et c'est vrai que quand on échange sur nos visions du job de copywriter, eux, le côté prestige, le côté prix, le côté originalité est beaucoup plus poussé que, comme tu l'as dit en lisant le livre, il y a beaucoup de structures. Et là, je commence à avoir des retours de lecteurs parce qu'on est 3 mois après, où j'ai une dame qui m'a envoyé un mail pour me dire: Selim, c'est super, mais en fait, je crois que ton bouquin, il m'a mise trop au carré. Regarde, j'ai fait 5 pages pour 5 clients différents. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes. J'ai l'impression de faire le même travail en permanence. Ça veut dire que dans mon bouquin, j'ai oublié la partie créativité. Et pour la V2, ça voudra dire injecter une dose supplémentaire de créativité. Parce que là, on remonte un peu aux années, début des années 80, mais Séguéla, j'ai eu la chance de l'interviewer, Jacques Séguéla, il te le dit, ces campagnes qui ont été les plus créatives, c'est celles qui ont vendu le plus. Tu vois, là, je parlais de publicité vraiment scientifique avec des tests. Lui, il a une phrase dans un de ses premiers bouquins qui est moins de tests, plus de testostérone. Tu vois, c'était un peu l'esprit de l'époque. C'est du Jacques Séguéla, quoi. Il voulait envoyer. Et moi, il a fallu quand même un peu être plus modéré. Tu vois, on est dans une ère où il y a un peu plus de nuances, où tu ne peux pas offenser autant qu'avant. Il faut faire attention à tous les mots. Mais après, est-ce que c'est dur? Moi, j'aime écrire. C'est mon média. Je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas trop chanter non plus. Donc, c'est ce que j'aime faire. Je dis souvent, je ne suis pas Excel, je ne suis pas PowerPoint, mais je suis Word. Donc, moi, ça me va très, très bien d'écrire. J'aime être seul. J'aime faire mes recherches. J'aime bosser pour mes clients aussi, mais écrire un livre, il y a quelque chose… j'aime le papier, tu vois, il y a un petit bout de bibliothèque derrière. Il faut aimer ça. Du coup, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus. Il y en aura d'autres, c'est un exercice que j'aime beaucoup.
Ok, super. Bah, écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Moi, j'adore chanter, mais je ne vous ferai pas ce plaisir ce soir. Louis, on parlait de Jacques Séguéla et de prix. Alors, on laisse de côté Jacques pour l'instant, mais voilà, Louis est un habitué des prix également. Louis, juste parce que là, du coup, Céline m'expliquait son parcours et tout. Toi, tu es arrivé comment, Louis, là où tu es aujourd'hui et comment tu es arrivé à travailler sur du brain content? Euh, Moi, j'ai commencé en 2003, au début du digital, dans une agence de pure player qui s'appelait Megalo. D'ailleurs, je vois qu'il y a un ou deux anciens collègues que je salue. On les salue. Ouais. Non, et déjà, nous, en gros, à l'époque, la communication digitale, elle consistait quand même à servir du digital comme espace d'affichage comme un autre. C'est-à-dire qu'en gros, on demandait aux agents digitales de prendre des campagnes qui étaient faites pour des prints et d'en faire des banners, quoi, en gros. Mais parallèlement, il y avait quand même l'émergence de sites expérientiels, blogs, contenus d'éditoriaux. Donc, du coup, forcément, on a pris la vague assez tôt de créer des contenus originaux pour les marques. On faisait ça pour Renault F1, je sais pas, Jean-Paul Gaultier Parfum, TF1, etc. Quoi. Bon, on avait pas mal de Salomon, par exemple. Et en 2009, on a quitté cette agence pour créer Monstre. Donc, moi, à la base, j'étais concepteur digital. Et quand on a créé Monstre, on a plutôt opté pour un modèle cette fois d'agence un peu plus. En tout cas, on s'est influencé aussi des modèles d'agence un peu plus traditionnels. C'est pour ça on s'est dit que c'était un modèle d'agence hybride. C'est donc pour ça qu'on l'a appelé Monstre. Parce qu'on gardait quand même un héritage digital assez fort. Parce que pour nous, tout était digital. Donc ça n'avait pas de sens de plus être une agence digitale. Mais en même temps, là, on avait beaucoup à apprendre des modèles de publicité, des modèles d'agences de publicité, on va dire, traditionnels. Donc, voilà, naturellement, dès qu'on a monté cette agence en disant, nous, on veut raconter des histoires qui vont être protéiformes, on s'est mis à faire du brand. On a attiré vers nous des annonceurs qui voulaient créer du brand content. Euh, Après, on a des clients qui nous ont fait vraiment confiance. On a eu la chance de croiser notamment chez Lacoste, un client qui a été assez courageux parce que c'est vraiment un des premiers qui a décidé d'investir vraiment de l'argent pour raconter des histoires qui allaient plutôt naître sur le digital et ensuite se retrouver au cinéma ou en télé, etc. Euh, C'était pour les 80 ans de la marque, où on avait les 75 ans pardon, de la marque Lacoste, où bah voilà, plutôt que de faire un spot de pub, on avait imaginé ce que serait le tennis du futur. Donc avec ça, il y avait un film et les gens pouvaient aussi partager leur vision du futur. C'était associé avec un documentaire où des tennisman hyper reconnus donnaient leur point de vue sur voilà, ce qu'allait devenir le tennis dans des dizaines d'années. Donc c'était assez pointu, assez conversationnel, assez intéressant. Et voilà, du coup, ça a attiré. Du coup, on a forcément, à partir du moment où on arrive à créer un peu le projet qu'on rêve de faire, d'autres clients sont venus nous demander ce même type de dispositif ou ce genre de variation sur ce type de dispositif. Après, petit à petit, on a recruté, on a allé chercher des talents qui venaient de la publicité. On a embauché des planeurs stratégiques, on a embauché des copywriters, etc. Et, euh, et voilà, et le fait donc moi au début j'étais concepteur, je concevais moi-même en gros avec mon associé Perrine les dispositifs, mais à force de coordonner des équipes à force de coordonner des compétences de plus en plus variées, on a appelé ça directeur on n'est plus concepteur, on est dans la direction de création, puisqu'on est moins dans le faire, on est plutôt dans aller chercher des talents, les coordonner entre eux pour à chaque fois conjuguer au mieux leurs compétences. Ok, tu disais donc au début de ta carrière, en fait, les choses étaient pensées plutôt pour la télé, le cinéma, la radio, etc. Et on les déployait sur le digital. Et aujourd'hui, dans l'exemple de Lacoste que tu cites, on est à l'inverse, c'est-à-dire que le dispositif est pensé pour le digital Ouais. d'abord, et après, il est déployé sur des médias plus traditionnels. Ouais, en fait, les marques qui ont tiré leur épingle du jeu, ce sont les premières marques qui ont compris que la communication digitale, c'était pas des pixels et de la 3D ou je sais pas, Internet, c'était la conversation. La conversation. Ouais.
C'était le effectivement. fait que je diffuse mon histoire, les gens réagissent. Du coup, soit je choisis de ne pas écouter les gens et je continue de balancer une nouvelle histoire, etc. Soit j'écoute. Et du coup, là, je suis dans un dispositif d'interaction. Donc, je sais pas, euh, je prolonge la conversation sur les réseaux sociaux. Je sais pas, mon film, peut-être que je le prolonge avec plusieurs posts sur Instagram, avec tout un storytelling au long cours. Peut-être que je crée un événement en parallèle. Et, euh, ça paraît vraiment, aujourd'hui, quand je dis ça, j'ai l'impression de dire que le feu brûle. Mais franchement, il y a 10 ans, il fallait faire des conférences pendant 1 heure pour expliquer ça à des gens qui me disaient, non, mais finalement, Internet, c'est les banners. Ah non, je pense que non, vraiment, je pense que c'est l'arrivée de l'iPhone. Je pense qu'il y a vraiment, à partir du moment où on a tous eu un smartphone dans la main, qu'on a pu interagir assez rapidement, il y a aussi une démocratisation euh, Ouais. du contenu et du divertissement sur interactif qui a fait que voilà, ça a pris une autre dimension. Tu parles bien de l'iPhone, hein, pas du BlackBerry, on est d'accord. On parle de Ah, l'iPhone. le BlackBerry, ouais, on était pas. Quelle tristesse. C'est dommage pour eux. C'était chouette, les années 2009-2011. Moi, C'était bien. j'en avais un, j'étais tellement fier. Ah Une ouais, fierté absolue. C'était stylé. Et après, il y a eu l'iPhone, effectivement, 2007, je ne sais plus, un peu plus tard. Mais ouais, ouais, on a l'impression que c'était. Ouais, on se demande comment on faisait avant l'iPhone. Célim, ouais, sur l'aspect du copywriting, tu disais tout à l'heure que tu aimes écrire. Est-ce que ça veut dire que voilà, si on n'a pas d'affinité particulièrement avec l'écriture ou si on n'a pas une aisance avec l'écriture, on ne peut pas devenir copywriter? C'est ça qu'on pourrait dire ou pas? C'est une compétence qui s'apprend. Je suis dans ma tête, vraiment dans la vie, je suis persuadé que tu peux apprendre 95-99% de compétences si tu t'en donnes le temps et les moyens, si tu as l'énergie, la volonté. Et en fait, tu te rends vite compte que le copywriting, au fond, c'est un mix entre, d'un côté, tu as l'écriture très formelle, côté académique, vouvoiement, côté très administratif, très, très relou, et le parler, ou vraiment la conversation, l'oral. Tu peux être dans l'art de la punchline, tu es dans le rap comme dans la manière dont tu parles à ta mère. Et en fait, le copywriting, il va falloir trouver un truc entre les deux. On parle beaucoup d'écriture conversationnelle, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour être grossier ni vulgaire, mais tu es là pour parler comme si tu parlais à un ami que tu aimes bien, à qui tu expliquerais l'information sans être trop pédant, mais sans être non plus trop détendu, d'accord? C'est pas ton pote non plus, d'accord? Ça reste un client, donc on va le respecter. Et il y a tu sais, quand tu vas sur les marchés ou parfois quand tu lis des portraits de self-made men, les mecs, ils sont bons, ils ont ce sens du contact et directement, ils comprennent les douleurs de la personne en face, tu vois? Ils captent ce qu'il y a. Et en fait, être copywriter, il y a un aspect qui est très, très, très psychologique. Là, je vends une formation en ligne qui s'appelle Copywriting Express et j'ai eu une de mes clientes qui a acheté et à chaque fois, je leur demande à mes clients, pourquoi voulez-vous vous former à l'art du copywriting? En fait, elle a déjà un travail, hein, elle n'est pas au chômage, elle a un job et elle m'a dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect psychologique, comprendre comment les gens pensent. Et dans cette notion de psychologie, il y a vraiment ces gens qui sont ultra balèzes pour, on dit te cerner, tu vois. Ok, il m'a complètement cerné. Il sait que moi, je fonctionne à la popularité. Moi, je veux être populaire, je veux être connu. Alors que lui, il bosse clairement pour la thune. Il est là pour l'argent et pas autre chose. D'autres sont là pour faire plaisir aux autres. Ils n'ont pas envie de brouiller les autres, tu vois. Et c'est ça le travail de copywriter, c'est vraiment de mettre le doigt un peu, on va dire, sur la pyramide de Maslow, on va dire des besoins, ok, la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow, mais des versions un peu retravaillées. Qu'est-ce que tu cherches vraiment quand tu achètes un iPhone? Tu ne cherches pas la communication parce que il ne marche pas mieux qu'un autre téléphone. Tu cherches peut-être le design. Oui, pourquoi? Pour sortir du lot, pour te faire remarquer, pour pas être comme les autres, alors que tout le monde a un iPhone. C'est ça qu'il faut aller chercher, le côté qu'est-ce que tu vends vraiment dans ton produit, il est positionné comment, il s'adresse à qui, et tu as des personnes qui sont très très bonnes dans l'art de vendre. Quand tu leur dis non, mais en fait, doucement, les mots, c'est pas des mots compliqués, c'est pas des phrases compliquées. Je vais simplement vous enseigner une structure, vous la respectez et votre page de vente, elle sera correcte à 70-80%. Peut-être qu'il y a encore 20% d'amélioration à apporter par une relecture, par un copywriter qui va vous aider, qui va vous coacher 1 heure dessus. Mais c'est pas dur. À partir du moment où tu connais ton marché et où tu connais ton client, ça facilite quand même vachement les choses.
Ah, complètement. Allez, trois qualités pour un bon copywriter aujourd'hui. Tu dirais quoi? La curiosité en un, curiosité à fond, lire, regarder des films, écouter de la musique, s'abreuver vraiment. Pour moi, un copywriter, c'est un entonnoir, c'est une éponge. Tu prends tout ce qui vient parce que la créativité, c'est vraiment, tu mixes un élément d'un univers avec un autre et à la fin, tu arrives à quelque chose. Donc, curiosité, hem, ouais, curiosité, plusieurs, créativité, ça vient avec la curiosité, plusieurs qualités, empathie aussi, voilà. Curiosité, empathie. Généralement, je résume ça à ces deux points-là, parce que quand tu es curieux, tu t'intéresses aux gens en plus, tu peux sortir des choses derrière. Oui, oui, si tu as envie de progresser, oui, si tu aimes travailler, parce que oui, il faut aimer travailler, il faut aimer lire, il faut aimer écrire. Donc, il y a un côté un peu rigoureux quand même. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de démystifier, ou l'un ou l'autre, les deux, le, de péter le mythe selon lequel le copywriter, il a l'inspiration. Tu vois, il faut attendre l'inspiration comme ça. Non, on est des travailleurs. Tu vois, c'est comme un maçon. Il n'attend pas que l'inspiration lui vienne devant le mur. Il a des outils, il a une technique et il applique. Dans l'écriture du livre, tu sais, au début, il y a des bonus. Il y a Ouais. 5 bonus et j'ai fait une interview d'un de mes amis qui est copywriter qui s'appelle Esteban Merlin. C'est un tueur à gages. Il est très, très fort. Il a moissonné les prix, lui aussi. Il est très proche du milieu musical. Et Esteban, il m'a fait une liste entière de tous les sites sur lesquels il faisait sa veille. C'est pas exhaustif, mais il y en a 70. Et là-dedans, il me disait, bah ouais, toutes les semaines, tu vas chercher les meilleures idées. Tu vois ce qui se fait de plus fraîche, de tout nouveau. Et ça t'aide un peu à mettre ta base de données à jour. Et ça travaille. Quand tu dors, ça travaille dans ta tête. Quand tu regardes un film, ça travaille. Et les idées, au bout d'un moment, elles sortent. Et puis, tu vois, c'est ça, c'est ce mythe de l'inspiration, il est mauvais parce qu'en fait, tu travailles, tu produis des mauvaises versions. C'est Hemingway que je cite dans le livre, il te dit le premier brouillon de n'importe quel écrit, c'est de la merde. Donc ton premier brouillon, il faut l'écrire, il faut le poser et ensuite tu retravailles. L'inspiration, elle n'est pas là. Tu n'as jamais un premier jet qui est parfait. Il faut accepter ça aussi quand tu es copywriter et quand tu es peut-être graphiste. Quand tu es au service d'un client, de toute façon, tu sais qu'il va y avoir un aller-retour, 2, 3, 4, 5, 10 s'il le faut, mais ton premier jet ne sera jamais bon. Donc, ouais, peut-être un peu de modestie aussi. Ouais, je vois un peu d'humilité, un peu de modestie. Bien Alors, sûr. quand on est prestataire, c'est effectivement important. Du coup, Louis, en parlant de modestie, euh, rien à voir. Mais non, non, sur les trois qualités pour travailler sur des dispositifs de brand content. Donc, si on sort de l'aspect plutôt précis du copywriting, mais si on va sur des gens qui vont penser des dispositifs complets de brand content, si tu devais recruter la personne idéale, quelles seraient les deux ou trois qualités de cette personne-là? Euh, je pense que je vais prendre la première qualité que Céline a donnée pour le, le copywriter, la curiosité quand même. Alors, le fait de s'abreuver d'absolument tout, je pense qu'à mon avis, il faut quand même s'intéresser à ce qui se fait en podcast, ce qui se fait en nouvelles écritures, ce qui se fait en événements, ce qui se fait. Il faut quand même, même si parfois j'entends des gens qui me disent j'aime pas ça, il faut quand même se tenir un peu au courant de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Je dis pas qu'il faut être un addict des réseaux sociaux, être dans le FOMO, à tout le temps regarder ce qui se passe sur Twitter, Insta, etc. Mais je pense que c'est quand même bien d'aller regarder comment les gens interagissent. Euh, donc voilà, je pense que déjà, ça, c'est le premier point. Je pense que c'est difficile, je pense, de faire ça en disant non, moi, la télé, c'est nul. La radio, non. Je pense que bien sûr, il y a toujours des exceptions dans tous les conseils qu'on va donner. Mais, euh, voilà. Le deuxième, je pense que c'est. Je dois donner combien de traits? Trois? Ce que tu veux, Louis, le nombre que tu veux. Deux, c'est bien. Deux, peut-être, peut-être les questions que se posent les gens qui nous écoutent ce soir, mais au minimum, deux. Deux, je pense que là, pour le coup, il y a quand même un peu du copywriter dans le sens où il faut quand même être précis sur le message qu'on veut donner. Euh, je sais plus, moi j'avais lu je crois que c'était l'art du storytelling de Guillaume Lamarck, je trouve intéressant. Il donnait un conseil à la fin de son livre où il disait
C'était plutôt à des gens qui voulaient écrire des bouquins. Ils disaient en gros, il faut que vous écriviez ce que vous voulez vous dire, ce que vous voulez dire. Et ça, il faut le scotcher un peu partout autour de vous et il ne faut jamais le perdre de vue pendant toute la partie de cette rédaction. Et je pense que concevoir un dispositif de brand content, entre guillemets, c'est la même chose. En fait, c'est juste que vous allez raconter une histoire, que votre public va vivre de façon linéaire, sauf que les points de contact vont être pas forcément les mêmes. Peut-être que ça va commencer par un 4x3 dans la rue. Après, vous allez, je sais pas, avoir un numéro de téléphone et peut-être qu'après, vous allez avoir une expérience en physique. Donc là-dessus, il faut être hyper précis sur voilà, quel est le call to action, qu'est-ce que vous voulez que le public fasse et quel est le message que vous voulez délivrer à la fin. Ça, c'est vrai que si ce n'est pas clair, si vous n'êtes pas précis là-dessus, il y a de grandes chances que vous partiez en vrille avec des idées hyper innovantes mais qui ne marchent pas. Et donc voilà, c'est avoir cette vue un peu faut avoir en même temps cette phrase collée devant soi et en même temps, il faut être capable d'avoir une vision d'ensemble assez large. Donc, il faut bien aimer faire des tableaux. Faut avoir, je pense, un écran Velleda assez grand et pouvoir effacer ce qu'on fait et recommencer. Et mettre des post-it partout. Voilà. Ok, top, merci beaucoup. Célim, si tu as un site de référence, on peut voir un peu ton travail, etc. Je te laisse le poster dans le chat. Je ne l'ai pas mentionné, mais je t'invite à le faire. J'invite aussi les gens qui nous écoutent à poser leurs questions dans le chat éventuellement, des questions, des affirmations, des coucous, bien sûr dans le respect des règles de bienséance. On va passer à une question épineuse et ô combien importante, qui est la question de ce webinaire. Le brain content en 2021, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est toujours d'actu? Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai une petite idée de la réponse compte tenu de vos profils, mais ce n'est pas grave, on va en discuter. Où est-ce qu'on en est sur le brain content en 2021 et voilà, comment est-ce qu'il y a une évolution à venir? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Est-ce qu'il a encore un avenir très très long devant lui, cet ami brain content? Qui veut commencer? Céline, tu veux y aller? Non. Écoute, alors, pour répondre à cette question, le brand content, beaucoup de storytelling. Moi, en ce moment, j'avoue, je suis un peu dans une phase d'écœurement parce que je fais beaucoup de veille et j'ai l'impression vraiment d'être à la fois en infobésité, des histoires dans tous les sens et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait une phrase de stand-upper. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, sur LinkedIn, tout le monde raconte sa life. C'est Ouais. horrible, quoi. Sur LinkedIn, on est sur de la vente totale sur chaque post et ça peut être épuisant. Euh, Le brand content ne va pas s'arrêter. Les marques nous commandent, nous, copywriters et agences créa, toujours plus d'histoires, toujours plus de dispositifs pour toucher les cibles parce que plus il y a de contenu, plus il faut que le contenu de la marque en question émerge, sorte du lot. Et du coup, ça ne va pas s'arrêter. Vous avez dû lire cette interview où comment il s'appelle, Reed Hastings, le PDG de Netflix, il déclarait mon concurrent, le seul concurrent de Netflix, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Là, vraiment, on en est au moment où tout le temps d'attention d'une journée, il est pris. On a des messages dans tous les sens. Là, tu écrivais dans le chat le FOMO, mais c'est exactement ça. C'est très compliqué quand on a des jobs un peu créatifs. Quand tu es dans la pub, quand tu es en train de faire ta veille, tu veux voir tout et ça peut être épuisant au point de vue vraiment concepteur. Tu vois, pour ceux vraiment qui créent tous ces dispositifs, c'est pour ça que tu vois rarement quand même des gens très, 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 très seniors. Au bout d'un moment, ils partent ailleurs. Ils partent chez l'annonceur. Ils arrêtent d'aller chercher toute l'info dans tous les secteurs parce que ton cerveau, il pète un câble au bout d'un moment. Donc, avenir du brand content, à mon sens, oui, toujours plus. Ça continuera d'exister, C'est vraiment un peu comme un virus. Dès que tu as un nouveau canal, il exploitera ce nouveau canal, il ira. Dès qu'on a un nouveau réseau social, on part dessus. Ça s'essouffle peut-être un peu de plus en plus. Là, vous avez dû suivre aussi Clubhouse. Alors, vous faites partie de la team iPhone. Moi, je fais partie de la team Android. Donc, on a Clubhouse peut-être depuis 2 semaines, mais même pas j'y mets les pieds. Je m'en fous. Je pense que c'est un truc tellement éphémère. J'ai 0 temps à consacrer à ça parce que je suis très souvent sur Twitter.
Et j'ai vu ça, j'ai vu tous les iPhones, ils étaient comme des fous. J'ai l'impression que c'est un peu retombé. C'était très bien. Il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dessus. Il y a beaucoup d'agences qui ont tenté de vendre des concepts. Il y a des rooms qui se sont ouvertes dans tous les sens. J'ai l'impression que ça s'est un peu essoufflé. Donc, ouais, le brand content, c'est vraiment un peu de. Pour moi, c'est de la virologie, quoi. Dès que tu ouvres un nouveau secteur, hop, un nouveau média, il faut que ce soit canalisé par la pub, par les histoires. Et du coup, ouais, c'est épuisant, je pense, pour le consommateur. Tout le monde n'en est pas encore au stade où on est vraiment tous des consommateurs avertis, où on va essayer de modérer notre consommation. Donc, je pense que le brand content a de beaux jours devant lui. Ok, top, merci beaucoup. On reviendra après sur une question de Kwan dans le chat, donc Kwan qu'on salue, qu'on connaît bien. Une question intéressante par rapport à la politique. Louis, je te laisse peut-être d'abord répondre à cette question Ouais, sur l'avenir du brand content. je pense que tant qu'il y aura des marques, il y aura forcément du contenu de marque. Après, je pense que je suis d'accord en partie avec Céline sur d'un côté, c'est vrai il y a un peu une sursaturation de contenu. En plus, maintenant que on se met tous à créer des contenus, c'est c'est assez intense. Après, moi, j'ai l'impression que déjà, d'une part, les marques, et les équipes chez les marques vont vraiment se professionnaliser, vont encore plus vont mieux maîtriser aussi tous ces réseaux et vont être plus capables de créer le bon contenu pour le bon canal. Après, je vois aussi l'émergence d'un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que les gens sont de plus en plus présents sur les plateformes de VOD, donc de streaming, Netflix, etc. Et du coup, les marques, à un moment, il va bien falloir qu'elles soient présentes sur ces canaux. Et il sera hors de question qu'ils soient présents en faisant de la publicité. Donc, il va falloir qu'ils créent des contenus d'hyper bonne qualité pour pouvoir les intégrer. Et ça, je trouve que je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant quand je vois Dior qui crée Nose, donc un documentaire magnifique qui est vraiment d'un niveau de documentaire de cinéma, et qui est un brand content. Euh, Voilà, il y a plein d'autres exemples comme ça qui commençaient à émerger, qui étaient impensables il y a quelques années et qui maintenant font leur chemin. Ça devient assez intéressant. Je pense aussi qu'il y a des marques qui on commence, j'espère aussi qu'après cette crise, le public va être de plus en plus exigeant par rapport à la façon dont les marques s'expriment et à leur utilité dans l'espace public. Et comme on assiste aussi parallèlement à un peu moins d'aide de la part des États dans la culture, etc., j'imagine on va demander aux marques de jouer un rôle là-dedans. Et que du coup, ça peut être un brand content qui voilà, peut trouver sa place parce que voilà, il peut servir, je sais pas, il peut financer la culture, il peut aider des artistes à se développer, il peut aider des initiatives écologistes, citoyennes, etc. Donc, quand moi, après, depuis que j'ai un enfant, je suis pas optimiste. Je me dis que le brand content, j'espère qu'il va évoluer en bien et qu'il va être utile, bien utilisé, que les marques vont arrêter en tout cas, qu'on en verra moins justement de gâchis. Donc, je pense que le brand content a un bel avenir devant lui. En plus, un avenir qui peut peut-être même en nous, en tant que voilà, citoyens, être utile. Tu évoquais culture et marque. Il y a des gens, hein, il y a déjà quelques années, qu'on parlait de concept de culture de marque, mais au sens évolution du brand content. C'est un mariage qui te paraît de plus en plus plausible, cette notion de marque qui vont du coup soutenir de la culture. Je parle de culture au sens culturel. Ah, Hein. ça dépend. En fait, pour moi, en gros, une marque, elle a au-delà, c'est un peu ce dont parlait Céline par rapport à quel est le produit vraiment que tu vends. Je pense qu'il y a l'entreprise qui vend des produits financiers, etc. Mais qu'après, pour durer dans le temps, il faut devenir une marque. Donc, et pour moi, être une marque, c'est proposer un imaginaire attrayant. Donc, cet imaginaire, il peut peut-être s'exprimer en faisant des deals, en tout cas en étant partenaire avec le milieu culturel. Nous, par exemple, on travaille beaucoup avec Desperados, qui depuis 20 ans soutient la street culture et des street artistes, qui le fait vraiment de façon authentique, qui a permis à plein d'artistes de gagner leur vie pendant
et donc du coup de faire des projets personnels, etc., d'innover, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a cette culture. Après, ça peut être aussi également un champ culturel différent, comme, je sais pas moi, la- le jardinage, l'apprentissage de telle ou telle donnée. Je pense quand je parle vraiment de culture, c'est vraiment au sens large. Je pense que les gens ont envie les gens. Je pense que je pense qu'à un moment, si quelqu'un aime une marque, il se dit, voilà, moi, je partage un peu son imaginaire, j'ai envie d'en faire partie. Et si, je sais pas, moi, cette marque organise des webinaires, ou organise des ateliers, ou diffuse du contenu pédagogique ou quoi, euh, je pense que ça peut intéresser les gens et ça peut leur permettre aux gens d'intégrer leur culture et même de la développer. Mais Ok. après, c'est pas forcément une intervention culturelle au sens culture, quoi, street art, peinture, etc. Je pense que c'est beaucoup plus large. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une sorte de, ouais, la partie éducative, formative, etc. Ouais, Ok. Juste par rapport à la question de Quan qui a été posée, le copywriting peut-il être applicable dans tous les secteurs domaines? Peut-être pas dans le journalisme, mais peut-être dans le monde du politique pour l'interrogation. Et je pense que Quan fait le lien avec le domaine politique. Est-ce qu'on a du copywriting et du brand content peut-être plus largement dans le politique, Céline? Bien sûr, c'est super intéressant parce que la Compol, donc com politique, communication politique, c'est fascinant. Il y a des bouquins qui sont fascinants là-dessus. Là, j'en profitais vite fait. Lisez Les Plumes du pouvoir, c'est vraiment très très bien, un bouquin de Michael Moreau. Et l'autre qui est sorti il n'y a pas longtemps, là je l'ai ouvert sur un autre onglet, c'était une ancienne plume de Macron qui a sorti ça, c'était l'an dernier, je crois. Ça s'appelle Confusion et la dame, l'écrivaine, elle s'appelle Marie Tanguy. Donc, elle était plume d'Emmanuel Macron et elle raconte un peu comment ça se passait, comment on écrit un discours, comment t'en ressors tout chamboulé, quels sont les messages à faire passer. C'est ultra, ultra important. La communication politique, c'est une de celles où, ouais, dans l'avenir, moi, j'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça parce que pour le coup, ton call to action, il est immense. C'est l'élection d'un président. C'est l'élection d'un président de région. C'est l'élection du maire de ta ville. Les actions, elles sont concrètes et elles changent vraiment la vie de gens. Tu vois, on parle de brand content, on parle de copywriting. Louis parlait de Netflix et de documentaires. Tu vois, il y a des initiatives qui sont complètement géniales. Comment ils ont fait? Il y a 3 ans, ils ont lancé Drive to Survive. Liberty Media qui a racheté les droits de la F1, ils se disent on va produire un documentaire en live chaque année. C'est complètement fou, c'est génial. Les chiffres de la F1, ils sont en augmentation. Beaucoup plus de monde dans les stands. Enfin bon, à cause du Covid, non, mais beaucoup plus de monde qui ont acheté l'application pour pouvoir suivre la F1 à l'année. Donc, très, très bonne idée. Il parlait de nouveaux espaces avec Netflix. Pareil, une étude qui était sortie sur, je ne sais pas si vous avez suivi, Cobra Kai. Cobra Kai, c'est la suite de Karate Kid. Et du coup, on voit la bière Coors. Okay, la bière Coors aux États-Unis, c'est un peu une bière on va dire, du mec moyen, quoi, du mec lambda. Les ventes en augmentation au moment de la diffusion de Cobra Kai. Donc, il y a un vrai effet quand on va attaquer ces nouveaux domaines. Et effectivement, les marques elles vont venir sur Netflix, c'est obligatoire. Pour revenir sur la politique, euh, il y a un message à faire passer, c'est un message au long cours. C'est très, très, très compliqué parce que, tu vois, un mandat en France d'un président, c'est 5 ans et ça change tous les jours. Ça change tous les jours parce que tu dois gérer une crise, puis une autre, puis une autre. Ils sont beaucoup trop souvent dans la réaction, dans la réactivité et c'est très dur d'avoir de bons discours qui vont motiver les gens. C'est pour ça que on aime beaucoup les discours de campagne parce que c'est là vraiment qu'ils peuvent poser leurs plans, leurs idées. Et c'est là tu parlais d'imaginaire tout à l'heure, Louis. C'est ça, une marque, c'est un imaginaire. Tu vends une image du futur. Et c'est ça qui est très, très balèze dans la communication politique. C'est comment, là, à l'instant T, on est dans une situation toute pourrie. Comment je réussis à écrire un discours, à prononcer mon discours pour donner envie à l'électeur de voter pour moi. Ajoute à ça un dernier point, c'est que là, ton avatar,
la personne à qui tu vas parler, ton persona, ta cible vraiment, il n'y a pas une seule cible. Mais dans un pays comme la France, où on est 70 millions, il y a plusieurs cibles auxquelles il faut parler en même temps. C'est très, très compliqué. Donc, je pense que la communication politique, en termes de copywriting, si demain on me dit, vas-y, viens te faire gifler, viens bosser avec nous et on va t'essorer pendant 2, 3 ans, je dis oui tout de suite. Je pense que c'est un domaine de fou furieux et que les notions de copywriting sont ultra importantes dedans, bien sûr. Louis, vous avez Bien. bossé chez Monstre. Alors, tu vas peut-être pas le dire, mais vous avez bossé pour des politiques ou pas chez Non, Monstre? non, Non. non, on ne bossera jamais. Ouais, Ok, non, ça non. marche. Par contre, moi, pour le coup, j'aurais un conseil de lecture parce que je viens juste de le lire et qui est super intéressant, de Raphaël Lorca. C'est un planeur stratégique de chez Havas qui a publié la marque Macron, donc qui analyse le pouvoir d'Emmanuel Macron à travers et toute sa campagne à travers le prisme de la marque. Et c'est hyper intéressant. C'est la première fois qu'on étudie une campagne politique à travers vraiment un prisme de marque. Donc, moi, j'ai en même temps beaucoup appris énormément de choses d'ailleurs sur les marques finalement et sur ce système politique, quoi, en tout cas par rapport à ta question. Donc, ça s'appelle la marque Macron, hein, Raphaël La Lorca, c'est marque ça? Macron, Raphaël Lorca, Ok. des illusions d'une autre. Ça marche. Super Moi, intéressant. j'en ai un à vous recommander, mais si vous, enfin, voilà, il est assez ancien déjà, je l'ai déjà beaucoup recommandé à ceux qui me connaissent. C'est Storytelling, la machine à raconter des histoires et à formater les esprits. Je crois que c'est Jacques Salmon, Ah oui, et génial. qui est dense, hein, qui n'est pas évident, qui est assez ardu, mais qui parle beaucoup de storytelling politique. Et c'est hyper intéressant. C'est génial, messieurs. J'ai l'impression d'être dans la grande librairie sur France 5. On s'éclate, on échange des bouquins. Moi, je dis ça, mais Euh, j'ai lu 2 livres, hein, donc ouais. après, c'est fini, hein, Mais tu nous as cité le deuxième, c'est vachement bien. Ah, ça y est, c'est bon, Je c'est rebondis fini. juste sur la question politique, parce que moi j'ai vu Macron il n'y a pas longtemps, enfin, le président de la République française, Emmanuel Macron, dans une vidéo avec McFly et Carlito. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, donc avec un sketch avec cette histoire je ne sais plus, les anecdotes, etc. Ils doivent dire l'anecdote est vraie et pas vraie, Concours etc. d'anecdotes, bien sûr. Concours d'anecdotes. Est-ce qu'on est dans du brain content là, concrètement, d'après vous, Complètement. ou pas? À mon sens, D'après, complètement. Tu vois, c'est une marque. Donc, si on dit que c'est la marque Macron, c'est dur à dire ça, la marque Macron. C'est génial. La marque Macron. Faut pas le dire vite. Ouais. c'est un bon exercice avant des Avant de webinaires. monter sur scène, exactement. Donc, oui, c'est quel objectif, quelle cible? Quand tu passes chez McFly et Carlito, qui sont parmi les plus gros youtubeurs français, tu sais à quelle cible tu t'adresses. Tu t'adresses plutôt aux jeunes. Est-ce que tu vas les toucher? Ils vont la voir, ils vont en entendre parler, ils vont en parler entre eux. Est-ce que ça va donner envie de voter pour Macron? Est-ce que là, on est en train de discuter depuis 2, 3 jours? On est quoi aujourd'hui? On est mardi? On est mardi aujourd'hui? Ouais, on est mardi, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, depuis les résultats des élections de dimanche soir, il y a déjà des articles écrits sur l'effet McFly et Carlito n'a pas joué à fond, ça n'a pas servi les marcheurs. Oui, oui, peut-être, mais Emmanuel Macron n'est pas les marcheurs. Donc, il faudra voir peut-être aux élections présidentielles si ça a marché ou non. Ce n'est pas le premier président à aller aussi loin. Je crois qu'aux États-Unis aussi, ils commencent vraiment. Bon, c'était plutôt la première dame, Michelle Obama à l'époque, qui se rapprochait vraiment beaucoup de certains youtubeurs, qui a fait des contenus avec des rappeurs. Donc, on rentre dans une culture beaucoup plus mainstream, beaucoup plus accessible. Et je pense qu'ils ont compris que c'était nécessaire d'aller toucher les jeunes où ils sont. Regarde, c'était quoi? C'était en 81, quand Mitterrand il fait sa campagne, on lui dit est-ce que vous savez ce que ça veut dire chébran? Ouais, non, mais il vaudrait mieux dire câblé. Voilà, tu vois, bon, quand il répond ça, il a des éléments de langage Jones, ok? Est-ce que ça marche? On ne sait pas trop, il est réélu, ça fonctionne, c'est bien. Aujourd'hui, tu vas chercher les jeunes où ils sont et peut-être que ça va marcher par l'effet de répétition. Est-ce qu'il a l'air sympa dans la vidéo? Le truc est fou. Le mec appelle Kylian Mbappé en direct. Moi, je l'ai regardé en entier la vidéo pour voir Je m'attendais vraiment à un naufrage en me disant ça va être complètement idiot. Tu dis écoute, c'est du contenu qui est sympa, que tu consommes et visiblement, les jeunes, parce que je me considère plus comme jeune, je vous dis, ma petite sœur qui a 22 ans,
Genre, elle n'a pas la télé. Le soir, quand elle rentre avec son chéri, c'est qu'est-ce qu'on regarde sur YouTube ce soir? C'est une phrase jamais de ma bouche. Ça ne va sortir un truc comme ça. Chez Ouais. eux, c'est une Ouais, réalité. C'est une réalité. Donc, forcément, quand une soirée elle fait 3 heures d'écran, peut-être 4 heures d'écran, tu vas prendre les 36 minutes pour regarder le président, comment il s'en sort chez McFly et Carlito, parce qu'ils t'ont déjà fait marrer dans d'autres défis. Ok. Louis, tu n'es pas tout à fait d'accord sur l'aspect, voilà, le président est mis en scène dans un contenu divertissant, on n'est pas dans un contenu de marque, selon toi? Si, ah bah si, c'est un contenu de marque complètement. Après, Ouais. s'il a servi ses objectifs, c'est sûrement un bon point de content. Après, j'ai pas vraiment. J'ai vu qu'il y avait pas mal de. Il y avait il y avait une petite polémique là-dessus, forcément. Mais après, aujourd'hui, on sait que le public qui est le plus exposé au complotisme, c'est les plus jeunes qui vont justement beaucoup sur YouTube. Donc aujourd'hui, si un président a besoin, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut peut-être s'intéresser à Snapchat, etc. Et arrêter de mépriser ces plateformes. Et en tout cas, s'y intégrer, parce que sinon, on laisse. Il y a d'autres y vont. Donc, ouais, ça ne me choque pas plus que ça. Après, voilà, après, bon, c'est toujours pareil. Est-ce qu'un président peut être divertissant? Là, j'ai des limites. Disons que sur ce qu'il va faire dans cette vidéo, je trouve qu'effectivement, il pourrait peut-être. C'est moins mon sujet. Disons que, en tout cas, pour être aligné avec sa marque, en tout cas, je trouve qu'on s'en éloigne un peu. Ouais. Ok, d'accord. Après, ouais, demain, un président va faire une campagne sur Snapchat, sur TikTok, sur n'importe quoi, tant qu'il permet de contrer les absurdités qui existent, je trouve ça très bien. Ok. D'accord. Donc, ne pas s'éloigner du discours, des idées, quoi, du débat Non, non, d'idées, mais de quoi. toute façon, globalement, je trouve que on peut pas. On peut être. Alors, en tant qu'individu, on a le droit de se lasser des plateformes. En tant que professionnel, on n'a pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je déconseille. On peut pas dire TikTok c'est naze, TikTok c'est. On peut pas dire ça. On est communicant, c'est notre travail. On ne nous demande pas euh, si personnellement on aime ou pas. Les gens communiquent dessus, on doit savoir comment ils communiquent dessus. Je pense Ok. et on doit savoir s'y intégrer. Très bien. On avait une question, j'ai une question en direct de Nicolas. On salue Nicolas qui a posé une question. C'est juste pour rebondir par rapport à Louis, ce que tu disais tout à l'heure sur Desperado, parce que je pense que ça fait le lien. Ouais. Nicolas disait, avec la saturation justement du brain content sur les réseaux sociaux, etc. et tout, est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs pour, entre guillemets, réinvestir la rue, qui sont proches du public en physique, ou qui mélangent peut-être le physique et le digital, pour bypasser en fait cette saturation sur des canaux très habituels. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser le digital pour avoir des marqueurs dans la rue, c'est ça? Ouais, est-ce que typiquement il y a des dispositifs qu'on pourrait avoir dans la rue à travers le digital et des choses qui vont nous Ouais. écarter un peu du contenu standard qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, ou des choses comme ça? En fait, le problème, c'est que nous, avec Netflix, on a souvent ces problématiques-là, parce que souvent, quand on fait un lancement de série, on doit ce qu'ils appellent casser le quatrième mur, donc faire entrer les gens dans l'univers de la fiction, etc. Au début, c'était hyper drôle, on pouvait faire pas mal de choses. Aujourd'hui, on se rend compte que l'espace public, il est quand même déjà saturé, assez limité. Quand il y a des espaces disponibles, autant le laisser aux gens qui, eux, n'ont pas les moyens de communiquer, donc les associations, la mairie, les initiatives locales, etc. Donc, non, là, en tout cas, en France, je sais qu'on tend à ne pas trop saturer. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce sera en plus contourner le problème. Je pense il y a une saturation sur les réseaux. Après, je pense que maintenant, l'enjeu, c'est de faire peut-être une action. Je sais pas, moi, par exemple, pour Dior, on fait un podcast qui s'appelle voilà, Dior Untold. C'est sur l'histoire de Christian Dior qui raconte qu'est-ce qui, dans sa vie personnelle, a eu un impact dans l'empire qu'il a créé. Donc, en fait, on raconte que quand il était petit, il vivait dans une ville quand il vivait à Granville et que sa mère avait un jardin et que quand son père a été ruiné, il a dû quitter ce jardin et que toute sa vie, il a cherché à reproduire les parfums de ce jardin. Et c'est pour ça qu'il est devenu parfumeur et c'est pour ça qu'en même temps que
en même temps que son travail de couturier, il a été également parfumeur. Quand on a créé un contenu qu'on a lancé une fois, c'est sincère, voilà. Et après, une fois que les gens s'abonnent entre guillemets à ce podcast, se tiennent au courant, ils reviendront. Desperados, par exemple, eux, ils vont pas dans l'espace public toucher les gens. Desperados, ils se sont dit un truc génial. Ils se sont dit quand même, en fait, notre premier point de contact, c'est ni les 4x3, ni la rue, on n'a pas besoin de faire des affichages sauvages. Notre premier point de contact, c'est le rayon de supermarché quand j'arrive devant un rayon de Desperados. Donc, si je change mes étiquettes une fois par an par une étiquette réalisée par un artiste, j'expose un jeune artiste. Et en plus, pour ceux qui voudront aller plus loin, je leur dirai où il faut aller voir l'exposition, etc., etc. Donc, je pense que les marques n'ont pas à investir les espaces qui ne sont pas à eux. Ils ont au contraire déjà à ranger bien leurs espaces, à bien l'optimiser en se disant, tiens, où je pourrais commencer déjà à raconter mon histoire. Comme Despé, par exemple, raconte son histoire sur ses bouteilles. Caramba raconte ses histoires à l'intérieur de ses sachets avec ses blagues. Innocent sur ses packaging. Air France durant ses voyages. Quoi. Je pense que déjà commencer par ça, c'est déjà pas mal, à mon avis. Ok, top. C'est super clair, merci beaucoup, c'est très intéressant. On continue juste avec les questions. Alors, il y avait une question de Francesca à laquelle je vous propose de répondre une autre fois, parce que Francesca, c'est une question sur l'avis de TikTok, comment l'utiliser, etc. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là avec les jeunes de la Story School, et on va revenir vers vous avec pas mal de choses sur TikTok. Je vous lâche l'info en avant-première, donc je vous propose d'en discuter, Francesca, à une autre occasion. On a une question de Maxime. Je crois connaître la réponse, mais peut-être que je peux me tromper. Est-ce que vous avez eu des expériences de dispositifs de brand content ou de missions de copywriting dans le domaine bancaire à partager? Oui. Là, récemment, Ok. on travaille pour Société Générale depuis 2-3 ans. Et on fait pas mal de contenu, d'ailleurs, dont une OP TikTok. Donc, ça peut presque être un double réponse, Francesca. Bah, si tu veux donner des détails sur cette OP, avec plaisir. Non, très rapidement, je crois que c'est une carte. Bon, pour Société Générale, en gros, on crée plusieurs petits dispositifs au long cours. Donc, c'est souvent soit pour de la customisation de cartes, quand ils lancent des cartes, je sais pas moi, avec un deal Pokémon, Retour vers le futur, etc. Soit des nouveaux services. Là, c'est BanksUp, c'est un service de la Société Générale. Je crois que c'est des cartes pour les ados. Et forcément, pour raconter le service, on a fait de la confluence, donc la co-création de contenu, avec Adèle, une TikTokeuse avec qui on a créé des sketchs qui expliquent, en gros, qui racontent en des sketchs assez globaux à quoi sert la carte. Et Ok. les retours sont positifs et par rapport, voilà. C'est top. Donc, toujours public, public jeune. On s'adresse à un public jeune. On va le Voilà. chercher là où il est, donc sur Là, pour le TikTok. coup, pour BanksUp, c'était vraiment une carte destinée aux jeunes. Donc oui, après, quand c'est des cartes, je sais pas, on avait fait des cartes Monsieur, Madame, c'était un public un peu plus de ma génération. Et là, du coup, on était allé ailleurs. On ne dira pas où, pour ne pas prendre un coup de vieux. Céline, est-ce que tu as déjà travaillé sur des dispositifs, sur du copywriting pour des banques ou pas, des institutions Non, non, financières? absolument pas. Banque, assurance, immobilier. J'ai eu des demandes dans ces secteurs-là, mais c'est pas un domaine dans lequel je suis à l'aise particulièrement. Et puis surtout, ça me fait pas kiffer, quoi. Il y a beaucoup d'argent dedans. Ils payent très très bien, mais c'est pas un secteur dans lequel moi je suis super à l'aise. Tu as des copywriters qui sont plus spécialisés dans des domaines que d'autres. Moi, j'avoue que ces secteurs-là, quand j'ai des demandes entrantes là-dessus, je rebascule vers des confrères qui sauront faire le job. Mais non, non, moi, le domaine bancaire, le seul truc que je retiens, c'était le pouce pervers là, de la Société Générale il y a 10 ans, il y a 15 ans, ce pouce chelou là. Il me faisait peur. Et puis Boursorama Banque, quoi. Je pense que Buzzman, ils font un taf de fou avec Brad Pitt, avec Mike Tyson, avec leur affichage. Mais non, perso, pas d'expérience dans ces domaines-là. Ok, ça marche. Très bien. Bah, écoutez, on arrive gentiment à la fin de ce webinaire. Je m'aperçois, parce qu'il y a ma tête qui apparaît en plein écran, que je brille. Je m'excuse, il fait hyper chaud à Los Angeles. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, il fait très, très chaud. Non, Louis, je ne suis pas à Los Angeles. Je suis à Genève. Tu m'as fait rêver. Je t'ai fait rêver l'espace d'un instant. Ouais. Un dernier mot, messieurs, chacun votre tour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose, je sais pas, des liens à partager dans le chat, des choses. Alors, regarde, je fais la promo jusqu'au bout, Céline, regarde.
tel un tiré Ardisson. Je rappelle que Selim a écrit le guide du copywriting chez Erol. Je vous ai mis le lien dans le chat, je crois, un peu plus haut. N'hésitez pas, donc le guide du copywriting chez Erol. Voilà, c'est un bouquin qui est très intéressant sur le copywriting, les modèles, les structures, etc. Messieurs, je vous laisse le dernier mot. Qui commence? Louis. Je suis très nul pour ça et je n'ai pas écrit de livre, donc du coup, je peux… Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Louis? Peut-être, je vais remettre peut-être le lien de Monstre dans le chat. Oui, voilà. N'hésitez pas à aller nous rendre visite sur Twitter, sur LinkedIn surtout, pour suivre notre actualité. On va avoir des beaux projets qui vont sortir dans pas longtemps. Donc. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, il y a une actu, alors il n'y a pas de compète en cours, il y a des beaux projets qui sortent dans pas longtemps, c'est surtout ça? Oui, il va y avoir des projets assez chouettes. Et on va commencer à un peu plus prendre la parole sur justement nos convictions par rapport à notre métier, par rapport au domaine dans lequel on est. Je pense qu'on est comme beaucoup d'agences en sortie un peu du léger traumatisme du Covid, donc on a eu le temps de bien réfléchir et je sais que notre profession, elle n'est pas dans le cœur elle n'était pas dans le cœur de beaucoup de gens pendant cette période. En gros, quand on disait à qui vous faites le moins confiance, on parlait des communicants, on aimait plus même les politiques que les communicants. Donc je pense que ça amène notre profession à vraiment se remettre en question. Je pense qu'il y a des choses qui bougent, qui vont être hyper intéressantes. Donc je pense que le meilleur est à venir. Et j'espère que nous, en tant qu'agence, on va y participer. Ok, top. Écoute, c'est un très beau dernier mot, Louis. Plein d'optimisme et de beaux jours à venir. Selim, qu'est-ce que tu souhaites ajouter? Le dernier mot, j'ai jamais été bon là-dedans et pourtant c'est le moment où il faut dire achetez, cliquez, réservez votre place pour le webinaire. Non, le dernier mot ce sera merci. Vraiment, c'était très très chouette. Merci pour l'animation, Fred. Merci à tous d'avoir été là. Les questions étaient très très chouettes et si jamais vous avez un candidat politique qui cherche un copywriter, vous pouvez toujours essayer. Je pensais tout à l'heure, Louis disait d'autres investiront les plateformes, mais ouais, j'avais vu Jean-Luc Mélenchon sur TikTok faire des trucs un peu fous. Donc voilà, tout existe, tout arrive et je pense que se tenir au courant, être curieux et puis surtout être vraiment décomplexé, c'est-à-dire que vous pouvez créer pour le restaurant dans votre rue, vous pouvez créer peut-être des supports de vente pour vos amis, pour votre famille et commencer comme ça. Faut pas avoir de retenue, pas avoir de complexe. Personne n'a commencé avec un lion d'or. On commence tous petits et puis on apprend le job au fur et à mesure. Top. Merci beaucoup, Célim. Merci, Louis et Célim, d'être venus nous avoir accordé ce temps précieux, vous qui êtes ô combien occupés. Je remercie également Denise, notre responsable événementiel qui crée et qui organise les webinars. Je remercie évidemment Julie, qui a travaillé à la com sur les visuels. Elle est là, Denise, regardez. Coucou, Denise, elle est au soleil. Et puis, un grand merci, Denise. Un grand merci évidemment à toute l'équipe Créa et un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, tous ceux qui sont inscrits. Ça fait super plaisir. On fait vraiment ces webinars pour vous et on espère en faire encore plus régulièrement que d'habitude pour vous apporter plein de contenu et plein de gens aussi intéressants que Célim et Louis. On vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée et à très bientôt.